de vous inviter à cette troisième réunion plénière. La présidente qui est en visio, mais qui va nous suivre toute la réunion, va pouvoir, je dirais, vous saluer et dire un mot d'introduction. Juste avant que vous... Bonjour Mme Gonin-Comte, on vous voit bien à l'écran. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser commencer. Moi, j'ai une contrainte technique à rappeler à tout le monde, mais je la dirai après, pour ne pas gâcher l'ambiance dès le début. Voilà. Je vous laisse intervenir, Madame Gonin-Lecomte. Bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que le son est audible et que ça va bien fonctionner. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'après-midi, toujours autant dynamique, présent et mobilisé, donc pour cette troisième réunion consacrée donc à notre futur schéma directeur des investissements pour nos recharges en borne, donc borne de recharge pour véhicules électriques. Alors la mobilité sous toutes ses formes est un des enjeux, enjeux majeurs pour la décennie à venir, et il est donc primordial que l'ensemble des acteurs que nous sommes se questionnent, s'interrogent et déploient pour être le plus efficient possible. Nous sommes en pleine phase de concertation, donc concertation pour mener à l'aboutissement du schéma, et ce au printemps prochain, un schéma qui sera bien entendu évolutif, puisque sa première forme, telle que nous sommes en train de la bâtir ensemble, nous amènera à 2027, mais l'idée c'est bien d'avoir bien sûr un schéma évolutif qui sera révisable en fonction de bon nombre d'impondérables qu'aujourd'hui nous pouvons maîtriser les uns et les autres. Alors, notre démarche de concertation est particulièrement exemplaire. J'en ai pour preuve les différents échanges que nous avons pu avoir avec les collègues lors du congrès qui a réuni l'ensemble des syndicats d'énergie de France au mois de septembre dernier. Nous avons longuement échangé de part et d'autre sur la mise en œuvre de ces schémas, sur la méthodologie employée. Eh bien, la concertation et la concertation dans le temps menée par notre syndicat a été remarquée par nos collègues. Donc, je tenais à vous en faire part et j'en profite pour remercier les équipes qui sont particulièrement mobilisées sur le sujet. Alors, c'est une véritable concertation qui permet de mettre autour de la table les communes, bien entendu, parce que c'est vous et c'est nous, dans chacune de nos communes, que nous sommes le mieux à même de savoir ce dont nos concitoyens ont besoin et comment s'organise notre aménagement du territoire. Mais il vise bien sûr à mettre également autour de la table les EPCI qui, pour bon nombre dans le département, ont pris la compétence LOM, et puis nos partenaires, je pense bien entendu à la région Normandie ou encore à Enedis. Sans oublier les associations d'utilisateurs de véhicules électriques et de toute autre forme de mobilité douce. Cette phase de concertation qui s'achève aujourd'hui a permis la réunion d'une quinzaine de réunions organisées à chaque fois par notre syndicat et avec l'appui donc du cabinet Artelia. Et j'en profite pour vous saluer, mesdames. Merci de votre présence à nos côtés pour mener à bien ce travail. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des collègues qui se sont fortement impliqués sur les réunions de travail pour décliner sur les territoires le schéma à mettre en œuvre. J'insiste sur le fait que c'est vraiment un travail de co-construction. Et le travail qui vous est présenté aujourd'hui n'est encore qu'une étape. Et vous le verrez au fil de l'exposé, mais un dispositif interactif va être ouvert pendant 2 mois et il va vous permettre et nous permettre à la maille de chacune de nos communes de pouvoir réagir, interagir sur les différentes cartographies qui vont nous être présentées cet après-midi. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue, simplement vous dire voilà, que nous sommes maintenant plus d'à moitié. Le chemin commence à prendre tournure. Vous verrez cet après-midi, les différentes cartographies commencent à prendre forme. Donc, n'hésitez pas
une nouvelle fois à vous en saisir, à apporter les modifications que vous souhaiteriez à travers l'outil Mapeo qui vous sera proposé. Et notre volonté est bien sûr d'aboutir à un schéma qui puisse être présenté à Monsieur le Préfet, et ce, au premier trimestre 2023. Donc voilà les quelques mots que je souhaitais partager avec vous en ce début d'après-midi. Vous et nous souhaiter une très bonne réunion de travail et vous dire combien donc nous sommes mobilisés sur le sujet, parce que c'est un des grands sujets de demain, au même titre que l'énergie, vous savez, sur lequel nous sommes actifs au quotidien pour vous accompagner et pour négocier dans cette période qui est particulièrement complexe pour chacune et chacun d'entre nous. Mais vous pouvez compter sur la pugnacité et la volonté de notre syndicat pour vous accompagner. Je vous remercie. Merci Madame Gonnet-Lecomte. On va vous voir disparaître à l'écran, mais je sais que vous êtes derrière nous en visio tout au long de la réunion. Avant que je passe la parole aux intervenants, Artelia et puis le SDEC Énergie, quelques rappels techniques. Pour celles et ceux d'abord qui nous suivent en visio, vous êtes nombreux à nous suivre donc, par cet intermédiaire. Nous sommes en format webinaire, donc nous vous rappelons que vous devez avoir coupé votre caméra, que vous devez avoir votre micro coupé, et si vous voulez interagir avec nous, vous utilisez la fonction QR qui vous permet de poser la question. Nous avons 2 personnes, je dirais en régie, je ne sais pas si on peut dire comme ça, en régie, qui à un moment donné, interviendront pour faire remonter donc, les questions de manière à ce qu'on puisse y répondre. Donc, pour ceux et celles qui sont physiquement dans la salle, vous aurez à un moment donné l'occasion de lever la main et de poser des questions, comme on le fait d'habitude. Attendez que le micro vous soit tendu, parce que sinon, ça ne permettra pas d'enregistrer. La séance est enregistrée pour pouvoir retourner à loisir au-dessus. Donc, attendez que le micro, avant de poser la question, vous soit tendu. Présentez-vous. Et puis, bien évidemment, voilà, posez votre question devant le micro. Ça permettra aussi aux gens qui sont en visio d'entendre la question posée. Voilà, j'en ai terminé, moi, en ce qui me concerne la partie, on va dire, rappel organisationnel. Je vais laisser la parole aux représentantes d'Artelia pour commencer cette réunion. Merci. Bon, bonjour à tous. Donc, on est là aujourd'hui pour vous faire la restitution du 2e temps de concertation qui a eu lieu dans la réalisation de ce schéma directeur pour le développement des infrastructures de recharge dans le Calvados. Donc, je vais commencer par un petit rappel sur la démarche de concertation qu'on a eue depuis le début, avec une petite présentation du planning. Ouais, juste. Voilà. Donc, cette concertation, elle a commencé déjà là depuis quelques mois quand même, parce qu'on a commencé ça le 17 mai avec une première réunion de lancement où tous les acteurs étaient conviés. Suite à ça, on a eu un premier temps de concertation. On était plutôt sur des entretiens avec les EPCI, notamment par leur qualité d'AOM. D'autres acteurs également ont pu participer à ces entretiens, comme la région, Enedis ou encore des associations d'usagers. Donc tout ça, ça a eu lieu pendant l'été. Donc ça nous a permis, dans un premier temps, donc, de consolider notre état des lieux, de discuter avec les EPCI des différents documents de planification qu'il peut y avoir sur le territoire. On vous a fait une première restitution donc, de ces entretiens au mois de septembre. Et là, donc, ces derniers mois, en octobre-novembre, on a eu donc, la 2e phase de concertation où on était au plus près des communes sur le territoire avec des ateliers où on a pu ensemble un peu voir comment positionner les bornes, quel type de bornes en fonction des usages. On vous a rappelé aussi la démarche qu'il y a eu de schéma directeur. Et c'est donc là, aujourd'hui, on va vous faire un peu la restitution de ces différents ateliers. Et ensuite, on aura plus tard, mais ça, on vous le présentera plus à la fin de la réunion, la consolidation et rédaction de ce schéma directeur. Donc, avant de directement attaquer la restitution des ateliers, un petit rappel quand même sur la démarche qui a été effectuée.
Donc, dans un premier temps, on était venu effectuer l'état des lieux, mais également évaluer le besoin dans les années à venir et du coup, forcément, l'offre à mettre en face. Donc, à travers plusieurs paramètres comme l'évolution du parc automobile, également tout ce qui était lié aux usages, la technologie, et puis enfin, tout ce qui est contexte réglementaire. Donc, dans un premier temps, comme on le disait, on est venu, nous, en fait, étudier différents scénarios qui avaient été réalisés par différents organismes. Donc, il y avait les 3 scénarios RTE, celui de la PPE et des scénarios ADEME. On avait déduit 3 scénarios plus ou moins ambitieux. Donc, le premier scénario correspondait en fait aux évolutions des habitudes de mobilité, c'est-à-dire c'est le scénario bas. On considère que les gens prennent moins la voiture, avec notamment les mobilités alternatives qui se développaient. Et puis, du coup, en parallèle, on a du coup un déplacement des flux, vu que les personnes iraient plutôt en périphérie des zones urbaines pour accéder notamment aux pôles d'échange intermodaux, où ils gareraient la voiture pour ensuite accéder au centre-ville via, par exemple, les transports en commun. On avait ensuite le scénario 2, qui est le scénario tendanciel, donc comme son nom l'indique, plutôt la trajectoire suivie actuellement, où on tient compte des mobilités alternatives et tout ce qui est intermodalité, c'est-à-dire, comme on disait, développement du vélo, des transports en commun, mais de façon plus limitée, plus lente à se mettre en place. Et la conséquence, c'est qu'on garde tout de même une part de la voiture très importante. Enfin, on avait le scénario O qui correspondait à une très forte incitation à l'électromobilité, vu qu'en 2050, on considérait qu'on était à 100% véhicules électriques, avec néanmoins la particularité pour ce scénario qu'on n'a pas de changement d'usage. On est entre guillemets dans le pire des cas, dans le scénario le plus haut, vu qu'on aurait juste un glissement du thermique vers l'électrique sans réduction de la part de la voiture. Ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'on est, voilà, on vous avait présenté ces premiers scénarios au lancement de la concertation. À l'heure actuelle, on est toujours, en termes pour les courbes, sur le scénario 2, vu qu'on a observé à la fin de l'été une augmentation de quasiment 30% d'acquisition de véhicules électriques par rapport à l'année précédente. Donc 30% à fin août, sachant que l'année n'est même pas terminée. Donc, on sera à plus de 30% par rapport à l'année précédente. Donc, on est toujours sur une augmentation importante. Vu que pour vous donner un peu un ratio, en septembre, on était à 20% des ventes neuves qui étaient des véhicules électriques. Donc voilà, justement, si on regarde cette fameuse évolution du parc automobile et électrique, on estime à l'heure actuelle qu'il y a environ 11 500 véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire du Calvados au 1er octobre 2022. Pour rappeler un peu le contexte, jusqu'en 2019, on avait très peu d'acquisition de véhicules électriques. Et puis, depuis 2019, on a une explosion. On est désormais sur une exponentielle où le nombre d'acquisitions de véhicules électriques s'envole. Donc, on le voit sur la courbe ici représentée, on multiplie quasiment par 2 le nombre de véhicules total en circulation chaque année. Un petit rappel du coup par rapport au point de charge, où est-ce qu'on se situe actuellement. Au 1er avril 2021, on avait plus de 600 000 points de charge sur toute la France, mais la plupart sont situés en fait chez les particuliers qui se rechargent à domicile et dans les entreprises plutôt pour leur flotte de véhicules. Donc la majorité est là et on n'en a qu'une minorité ouverte au public, donc bornes des collectivités et de certains privés qui mettent leur parking à disposition. Et puis, en termes de répartition sur ces bornes ouvertes au public, on avait à peu près 60% des bornes qui étaient publiques et on en avait du coup 40% qui étaient par des privés. Donc, c'était tout ce qui était concessionnaire automobile, les grandes surfaces, etc. Ce qu'on constate, c'est que la tendance, on en reparlera après, est en train de s'inverser avec notamment la réglementation sur les parkings où on a de plus en plus de privés qui viennent installer des bornes. Si on regarde un peu les usages maintenant, donc vous avez ici une courbe qui représente, un graphique qui représente le nombre de kilomètres parcourus annuellement par un véhicule. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on est en kilomètres et on n'est même pas en nombre de déplacements. C'est qu'on a 80% à peu près qui sert à ce qu'on appelle la mobilité locale, c'est-à-dire les déplacements de courte durée et distance du quotidien. Donc, les trajets domicile-travail, tout ce qui est lié pour aller au loisir, emmener les enfants à l'école, faire les courses.
Et puis les 20% restants, donc 20% en termes de kilomètres, sachant que c'est pourtant ceux qui représentent les plus grandes distances d'un coup, qui servent vraiment au transit et à la longue distance, donc tout ce qui est week-end, les déplacements pour les vacances. On a aussi tout ce qui est pour les loisirs, donc plutôt cette fois par exemple pour une compétition qui est plus loin. Et puis, par rapport à toutes ces distances parcourues, en fait, en termes de recharge, on a à l'heure actuelle 89% de la recharge qui s'effectue réellement à domicile, donc sur des bornes privées des particuliers, 5% sur les lieux de travail. Du coup, à l'heure actuelle, il nous reste seulement en fait 6% sur le domaine public, sur ces fameuses bornes ouvertes au public. Néanmoins, on en avait déjà discuté, il y a l'enjeu des logements sans place de stationnement, puisque pour ces gens qui n'ont pas de place chez eux, on voit bien que ces 89%, ils vont aller les chercher ailleurs. Donc, on aura peut-être une plus grande part sur les lieux de travail, par exemple, mais n'empêche qu'il y aura une grosse partie qui va se retrouver sur le domaine public, donc sur les bornes des collectivités. Donc ensuite, si on parle un peu des caractéristiques techniques, on ne va pas rentrer non plus trop dans les détails, c'était pour rappeler un peu toute la démarche et les hypothèses qui avaient été prises pour cette évaluation des besoins. On avait par exemple la consommation moyenne d'un véhicule, puisque plus on roule vite, forcément plus on consomme. Donc pour vous donner un peu un ordre de grandeur, on considère qu'on consomme 15 kWh pour 100 km quand on roule à 50, alors qu'à l'inverse, si on est sur une nationale, par exemple, limitée à 80, on est à 20 kWh au 100 km. On a ensuite l'évolution de la capacité de la batterie. La moyenne actuelle avec tous les véhicules en circulation en 2022, c'est 46,5 kWh. Les fournisseurs actuels commencent à se mettre d'accord et estiment qu'en 2035, on serait passé de 46,5 à 73 kWh en capacité de stockage. Et puis enfin, on a, maintenant qu'on a cette capacité totale de la batterie, la question c'était, oui, mais quand on arrive sur une borne, de combien on a réellement besoin? Parce qu'on ne va pas arriver avec la batterie à zéro. Donc, les hypothèses qui avaient été reprises, en fait, ça ne remet pas vraiment en question le besoin total, mais plutôt le nombre de recharges qu'il y aurait. C'est que quand on est sur un usage local, en fait, c'est plus une opportunité. La batterie n'est pas totalement déchargée, la borne est libre, on est sur notre commerce, on va la prendre. Donc, en fait, il nous reste 60% de batterie, donc seulement 40 qui seraient déchargées. À l'inverse, quand on fait des longues distances, on ne va pas s'arrêter tous les 50 km pour se recharger. On va essayer de parcourir une distance conséquente en se gardant une petite marge. Donc, il resterait seulement 20% de batterie et il faudrait recharger 80. Donc, si on rentre maintenant dans le contexte réglementaire, la grosse loi contraignante, c'est la loi climat et résilience et qui était venue renforcer la loi LOM de 2019, qui prévoit que pour tous les parkings de plus de 20 places rattachés à un bâtiment non résidentiel ou gérés en DSP, en régie ou en marché public, donc en fait, dans notre interprétation, tout ce qui est parking payant, doit installer un point de charge toutes les 20 places. Donc généralement, une borne contient 2 points de charge, donc ça fait une borne toutes les 40 places. Si on regarde l'ensemble des parkings qui seraient concernés, ça représente donc pour le privé et le public regroupé, vu que le privé est aussi concerné quand on regarde par exemple les supermarchés, ça représenterait un total de 7 700 points de charge à installer d'ici 2025. Donc, ça représenterait du coup, avec l'existant et les projets, plus de 8 450 points de charge. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, si on a ces 8 450 points de charge, on se rend compte que nos bornes seraient utilisées à moins de 1% en 2025. Donc 1%, ça veut dire en fait qu'on aurait à peu près même pas 5 recharges par point de charge par an. Donc on voit bien qu'en termes de tenabilité économique et financière, ce modèle était assez compliqué. En conséquence, il a été décidé dans le cadre du schéma directeur de se baser sur les besoins réels par rapport aux usages des parkings pour trouver les parkings prioritaires. Du coup, on passerait entre 2023 et 2027 à 750 points de charge publics à installer.
sachant qu'on parle ici que des points de charge publics, pas des points de charge privés. Et puis, pourquoi 2023-2027? C'est parce que le schéma directeur est jusqu'à horizon 2027 et il est prévu du coup à terme une réévaluation de ce besoin en 2027 pour continuer d'étaler ce déploiement sur les parkings jusqu'à ce que le besoin soit atteint, mais non de tout installer dès 2025. Donc, si on rappelle maintenant de façon un peu plus concrète les cibles pour ce déploiement, on avait un total de 5 actions. Donc, 3 plutôt sur ce fameux usage local et puis 2 sur l'usage, plutôt une sur l'usage lié à l'usage transit. Donc, par rapport à l'usage local, on avait tout d'abord ces fameux logements sans place de stationnement. Donc, tout d'abord, on a prévu d'installer pour ce type de borne, on a prévu pour ce type de besoin d'installer des bornes de faible puissance, plutôt 3 kW, puisque pour ces résidents, on est plutôt sur du stationnement de nuit qui va durer plusieurs heures. Donc, ça ne sert à rien d'installer une puissance trop importante, sachant que le véhicule, de toute façon, la personne ne va pas se lever au milieu de la nuit pour récupérer sa voiture et la mettre ailleurs au bout de 2 heures. Pour estimer ce besoin, on est parti en fait sur le constat qu'avec la capacité de la batterie en 2035 et 2050, on aurait besoin d'à peu près un point de charge pour 15 logements, puisqu'en fait, un véhicule aurait réellement besoin d'une recharge complète tous les 15 jours. Donc, on est parti sur ce chiffre-là. Ensuite, on sait qu'à horizon 2035 et même 2027, on n'aura pas l'intégralité des logements sans place de stationnement qui auront un véhicule électrique. Vu que, pour rappel, en 2035, c'est l'interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs. Néanmoins, on aura encore beaucoup de véhicules thermiques en circulation, notamment pour ces logements sans place de stationnement, vu qu'à l'heure actuelle, en fait, ce qu'on constate et ce que les associations d'usagers nous ont remonté, c'est que les gens ont du mal à acquérir un véhicule électrique s'ils ne sont pas certains de pouvoir se recharger chez eux. C'est rassurant d'avoir son propre point et de se dire, bah oui, mais si la borne devant chez moi est prise, qu'est-ce que je fais? Donc, on considère qu'il y aura à 2035 maximum un tiers des logements qui auront un véhicule électrique. Donc, on avait un besoin de un point de charge pour 15. S'il n'y en a qu'un tiers d'équipés, ça nous amène à 1 pour 45 en 2035. Oui, Rémi Boucaud, c'est juste une précision. Ce que vous appelez un point de charge, c'est une prise. C'est ça. Pas une borne. Non, en fait, en général, pour faire la conversion, je vais faire le petit rappel. Une borne, en fait, c'est votre totem que vous voyez installé un peu partout. Le point de charge, en fait, c'est combien de véhicules réellement, un véhicule peut se charger dessus. Donc, vous avez votre borne, votre totem. Généralement, devant votre borne, vous avez 2 places avec des prises des 2 côtés. Donc, en fait, une borne égale 2 points de charge. Donc, il faut faire la conversion de multiplier ou diviser par 2. Néanmoins, en fait, on parle beaucoup de points de charge et pas de bornes parce que notamment la réglementation parle en points de charge. Donc, si on passe maintenant à la deuxième action, on avait tout ce qui était pôle d'échange multimodaux. Donc, c'est tout ce qui est les gares et les parkings relais. Donc, pour ces pôles d'échange, on est plutôt à nouveau sur des stationnements longs, à la demi-journée, voire à la journée, vu que pour les déplacements pendulaires des personnes qui prennent le train, par exemple. Donc, on vient installer à nouveau des faibles puissances, donc pas du 3 cette fois, parce qu'on a quand même des besoins parfois à la demi-journée, mais on est plutôt sur du 7 kW. Et puis enfin, on arrive sur ces fameux parkings liés à l'usage et à la réglementation, où là, les puissances varient de 3 à 22 kW, suivant forcément le besoin. Par exemple, si vous avez des commerces et qu'on stationne à 1 heure, on a besoin d'être chargé plus vite que si c'est un gros centre commercial où les gens restent à la demi-journée. Donc voilà, les puissances varient pour ces parkings. Sachant que l'intérêt de ces parkings aussi, c'est qu'ils permettent de répondre en partie aux besoins pour les logements sans place de stationnement. C'est complémentaire. Par exemple, un parking qui est utilisé en 22 dans la journée pour les commerces peut servir, cette même borne, en fait, peut délivrer du 3 kW la nuit pour les résidents qui viendraient se garer en rentrant du travail. Et puis, du coup, enfin, on a l'usage cette fois plus de transit, où là, on a un besoin de recharge rapide en 15 minutes, par exemple. Donc là, on est sur du 100 kW, voire plus. Et puis, donc, ces bornes seraient placées forcément au niveau des grands axes de déplacement, avec
la petite note que pour cette action, on vient aussi en complément des privés qui vont potentiellement, donc déjà on le voit sur tout ce qui est les aires d'autoroute, ils commencent à se positionner, et on peut supposer aussi qu'ils viendront se placer sur les stations essence, vu que, comme on le disait, le véhicule thermique va être amené à disparaître, l'électrique est une des solutions, donc ça permettrait de pallier à ce manque à gagner lié à la disparition du thermique. Néanmoins, l'interrogation reste de quand les privés viendront se positionner là-dessus, parce que bon, 2035, ils ont encore le temps. Mais dans la démarche qui a été faite avec les communes, c'était par exemple de ne pas non plus poser la borne en face de la station essence si on sait qu'il y en aura une. Le but, ce n'est pas de faire de la concurrence à ce privé, mais de venir pallier au manque sur le territoire. Et donc maintenant, on va passer là sur le bilan des ateliers qui ont eu lieu en octobre-novembre. Donc au total, on a fait 15 ateliers qui ont été réalisés en présentiel. Donc ces ateliers étaient en fait par périmètre de communauté de communes ou communauté d'agglo. Donc on est venu vraiment sur chaque territoire réaliser cet atelier. Étaient invités à ces ateliers en fait toutes les communes de l'EPCI, mais également donc, les communautés de communes ou communautés d'agglo. Donc sur ces différents ateliers qu'on a pu réaliser, on a eu au total 83 communes qui ont été représentées et un total de 104 présents. Sachant qu'effectivement, donc là, on a fait 15 ateliers, il y en a un dernier qui est en cours de mise en place avec la communauté urbaine de Camp-la-Mer, qui représente 48 communes. Donc ces ateliers nous ont permis notamment donc, de déterminer les usages de l'ensemble des parkings publics, où sur certains, on avait encore des interrogations. Donc durant ces ateliers, on a pu avec vous déterminer quels étaient l'usage, si c'est bien du privé, du public, s'ils étaient concernés par la réglementation ou pas. On est venus aussi ensemble identifier en fait les projets qu'il y avait sur vos territoires en cours ou futur, avec par exemple des projets d'aménagement peut-être de voirie sur 2023, même dans les années futures. On est venu noter tout ça pour les prendre en compte, nous, dans le schéma directeur. On a également identifié les zones qui concentrent un nombre de logements importants qui n'ont pas de place de stationnement chez eux. Comme ce qu'on présentait tout à l'heure, ces logements, c'est important de les avoir parce que c'est là où on va avoir des personnes qui vont avoir une voiture électrique mais qui n'auront pas de point de charge chez eux. Donc, il fallait qu'on les identifie pour voir où positionner les points de charge pour ces personnes-là. Et on est venu également faire réfléchir avec vous sur un calendrier de déploiement, voir où est-ce qu'on priorise les points de charge en fonction des projets qu'il y a sur le territoire, des besoins. Et par exemple, notamment, on a vu qu'il y a eu un enjeu assez important sur le littoral avec les 80 ans du débarquement en 2024, où pour cet événement, il y avait besoin d'installer un certain nombre de bornes qui soient opérationnelles pour cet événement. Donc, suite à ces ateliers, on est venu reprendre, nous, tout ça sur nos cartes et qui ont été intégrées dans une carte notamment interactive. Merci. Je vais vous présenter maintenant l'outil qui vous est mis à disposition pour justement pouvoir appréhender au plus juste les points de charge qui vont être posés sur vos territoires. Donc, c'est un outil que vous connaissez normalement tous, c'est l'outil Mapeo que vous utilisez notamment pour l'éclairage public. L'accès se fera comme pour l'éclairage public, c'est-à-dire avec vos comptes habituels et suivant la procédure habituelle. Donc, vous pouvez aller sur ce site Mapeo donc en tapant l'adresse habituelle et accéder à votre carte en appuyant sur le bouton, une fois connecté, accéder à la carte. Là, vous allez avoir une vision générale puisque vous allez avoir la vision du compte énergie qui est notre compte au niveau du SDEC Énergie. Et on va voir l'ensemble de la cartographie du Calvados. Alors, c'est peut-être un peu bizarre pour vous, parce que d'habitude, vous avez un zoom sur votre commune ou votre collectivité. Mais en fait, Mapeo, c'est l'ensemble des territoires qui sont agglomérés comme cela. On va éventuellement réduire la luminosité de la carte pour pouvoir voir
le positionnement des cartes, donc par exemple 50%. Et on a créé, donc en plus des cartes habituelles, des niveaux de cartes habituels, on a créé à l'onglet cartes, là où vous pouvez voir habituellement tous vos éléments, une petite carte qui s'appelle SD-IRVE. Donc ce niveau de carte va vous permettre de voir le déploiement de ce qu'on a prévu. Donc, plusieurs sous-cartes ont été mises également qui vont vous permettre d'appréhender plus en détail ces éléments. On va commencer éventuellement par la compétence IRVE transférée au SDEC Énergie. Donc, on a mis sur le site donc, les communes qui ont transféré leurs compétences IRVE, donc en vert, et également celles qui, pour l'instant, n'ont pas transféré leurs compétences. Alors, si ça veut bien démarrer. C'est rapide, mais là, il y a un jeu de M. Raphaël qui est au bout, qui est en train de manœuvrer, ça arrive ici, donc il y a pas du direct. Mais vous êtes bien sur le site, c'est ce que vous aurez tout à l'heure, demain, quand vous allez rentrer, demain, quand vous irez sur un Mapéo, vous aurez cette fonctionnalité-là, ça devrait aller plus vite normalement. Alors, je vous assure, on a fait le test ce matin, ça fonctionnait. Ah oui, pareil. Même, bon. C'est en cours de rafraîchissement. On peut éventuellement passer à l'autre, peut-être que ça va être plus rapide. On a la possibilité de voir les bornes existantes, MobizDeck. Ah, ça y est, on a les compétences. Donc, ça met le temps de travailler. Donc là, vous voyez en vert celles qui ont transféré, en rouge celles qui n'ont pas transféré. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les éléments qui sont pris en compte dans notre logiciel de transfert de compétences. Donc celles qui sont en cours sont peut-être marquées actuellement en rouge, alors que réellement, vous, au niveau du conseil municipal, vous avez pris ce transfert. Donc, il peut y avoir un petit délai de prise en compte. On voit donc les bornes également existantes. Donc, ça, c'est toute la cartographie de celles qui ont été posées dans le premier déploiement qui a été fait grâce à l'ADEME, la région, au département. Et donc et grâce à vous également, hein, puisque vous aviez une participation. Donc ça représente à peu près 240 bornes situées sur l'ensemble du territoire. Donc on voit déjà qu'on est plutôt bien fourni. On a, parce que c'était important de le savoir, il y a également des bornes privées existantes. Donc on l'a rajouté, c'est une couche, ça vous permet de voir si sur votre territoire des bornes privées existent. Alors, le logo est un petit carré vert avec une borne de recharge en blanc. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en privé, on est plutôt quand même sur Caen agglomération et la côte, un petit peu sur Lisieux également. Ça, c'est les éléments dont on a connaissance. C'est-à-dire que chaque privé a l'obligation normalement de se déclarer quand c'est une borne publique sur data.gouv. C'est ces éléments-là que nous, on a récupérés. S'ils ne le font pas, on ne peut pas le savoir. Donc, ensuite, là, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans la proposition du schéma. On vous a mis plusieurs onglets. Donc, je vais les décrire avant d'aller directement sur eux. Donc, un premier onglet qui s'appelle la synthèse, on en parlera tout à l'heure. On peut avoir donc les bornes par la puissance et également, après, les bornes par l'année de pause. Donc, si on est sur la puissance, donc, vous pouvez voir, si vous le souhaitez, donc, en triangle rouge, les bornes rapides. Donc, on va vous les afficher. Donc, ça, c'est issu de la concertation qu'on a pu avoir avec vous. C'est bien en plus. C'est en plus de celles qui sont déjà existantes. Ça, c'est le schéma sur 5 ans de ce que nous, on prévoit avec les informations qu'on a pu récupérer de votre part sur les localisations. On parlait tout à l'heure d'axes prioritaires, d'axes de transit. Donc, ces bornes-là ont été positionnées sur ces axes-là
également sur des aires qui sont proches des axes de transit, qui permettront de poser ces bornes de recharge. Donc, on est sur du rapide. Il n'y a pas de point sur Camp-la-Mer. Ça sera valable également pour les autres éléments, puisque pour l'instant, comme on vous a dit tout à l'heure, on est en phase de concertation. Donc, on n'a pas indiqué sur Camp-la-Mer les points de charge correspondants, la localisation des points de charge. Mais il y en aura. Il y en aura. On peut voir éventuellement aussi les bornes des gares sur les 7 kilos. Donc là, c'est des points bleus. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, hein, ces points sont précisément sur des lieux d'intermodalité, des lieux de rencontre, des gares. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un peu moins. On est plutôt sur des puissances de 7 kilos, puisque on est sur de la demi-journée ou de la journée complète où le véhicule stationne. Donc, généralement, c'est des endroits où des gares sont situées. Et si je ne me trompe pas, le point ne veut pas dire un point de charge. Hein. Ça veut dire que c'est un endroit où il y aura… C'est une localisation. Une localisation, où il y aura de la recharge. Tout à fait. On pourra dans le détail, après, quand on cliquera sur ce point-là, connaître tous les tenants et les aboutissants de ce point-là. On peut voir maintenant, par rapport à ce qui a été vu sur les parkings et sur les logements, le positionnement des bornes qui sont imaginées à rajouter. Voilà, donc ça, c'est toutes les bornes sur l'ensemble du Calvados, à l'exception de Camp-la-Mer, je répète, qui sont imaginées être déployées sur vos territoires. Alors, pour les 22, les 7, les 3, 22. Et si vous cliquez en effet sur l'ensemble, vous aurez toutes les bornes des trois puissances. Donc, ça couvre quand même plutôt de façon, on va dire, équitable, de façon homogène, le territoire du Calvados. Alors, si on rajoute la couche existante, à la demande du directeur, rajouter la couche des bornes existantes. Voilà. Voilà. Et là, on n'a pas le privé. Hein. Non. Alors, en rajoutant celle déjà existante, et si on rajoutait éventuellement, parce qu'on l'a mis également, les projets des privés, ça peut faire beaucoup de bornes. Pour une question de lecture et de facilité, on a également la possibilité de les avoir par année de pause. Donc, c'est ici, avec la flèche. Voilà. Donc, comme on vous a dit, le projet, c'est sur 5 ans, donc 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Donc, vous avez, suivant donc, les éléments récupérés lors des ateliers, la proposition d'étalement dans le temps de la mise en place des bornes de recharge. Là, il y a une seule couleur par année et vous avez toujours la même symbolique, les mêmes symboles, notamment on le voit ici sur cette commune où vous avez une borne rapide et à côté d'une borne 22 donc, qui sont posées. Et vous avez également en rond donc la signification des 7 kg pour les zones des gares. Donc, si vous rajoutez ou si vous mettez, vous voulez savoir si votre borne est en 2024. Donc là, c'est une couleur bleu ciel. Donc, vous voyez apparaître les bornes sur le Calvados. Et de même, pour 2025. Donc là, on est en bleu foncé. Donc les triangles, c'est les bornes rapides, hein, c'est ça. Les triangles, les bornes rapides,
Les carrés, c'est les 22 kilos, les 3,22. Et les ronds, c'est les 7 kilos qui sont situés sur les gares. Donc, ça veut dire que là, vous avez tout l'ensemble du schéma sur les 5 années à venir, en fonction des différentes puissances qui sont prévues, en fonction des différentes actions qui ont été en fait, la stratégie de déploiement du SDEC Énergie. Donc, là, je dirais, à la limite, ça, c'est une vision globale. Ce qui va vous intéresser éventuellement, c'est peut-être de savoir sur votre territoire comment les bornes vont être réparties, et notamment sur votre territoire. On a mis la possibilité dans votre identifiant et dans votre logging habituel. Donc, et nous, on va faire comme si on était une collectivité. Donc, une commune a été choisie, hein, c'est le Mollet-Litry. Dans cette commune, donc en fait, vous avez les mêmes habitudes à avoir, je veux dire, les mêmes spécificités que vous avez habituellement. Vous pouvez faire exactement ce que vous avez l'habitude de faire, et on a juste rajouté donc, la même couche SDIRVE qui va faire apparaître donc, les mêmes éléments que je vous ai présentés tout à l'heure. Vous allez toujours vous retrouver la compétence au SDEC Énergie. Donc là, on voit que le Mollet-Litry l'a transféré, donc elle est verte. Et donc, si elle ne l'avait pas transféré et qu'il était envisagé des bandes de recharge, pour pouvoir déployer ces bandes de recharge, ça passerait par un transfert de compétences éventuel. Il y a une obligation dont on parle tout à l'heure, en effet. On va y revenir. Et c'est vrai que du coup, ça ne permettrait pas de pouvoir poser la bande, puisque nous, on agit en tant que transfert de compétences, et on ne peut poser les bandes que si le transfert est fait. Donc, on indiquera, parce que le schéma, c'est la logique du schéma départemental de déploiement des bornes de recharge, et bien d'identifier les besoins de bornes de recharge sur le territoire. Donc, nous, on identifie que sur cette commune, pour une des raisons dont on a parlé tout à l'heure, hein, le transit, les logements, les parkings, les gares ou autres, il est nécessaire de mettre un point de charge sur ces territoires. Donc, là, donc, si je reprends la petite présentation, donc on voit qu'au Mollet-Litry, on a une borne existante, Mobisdec. On a, en l'occurrence, pas de... voilà, donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'informations sur celles qui sont existantes. On a donc la possibilité de voir des bornes privées existantes. En l'occurrence, sur le Mollet-Litry, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas important en soi. Et de même, par la puissance ou par l'année, on peut déterminer quel type de borne est prévu d'être posée. Là, on voit qu'au Mollet-Litry, on a prévu de poser une borne rapide. On a prévu que pour les bornes normales, il y avait 2 ou 3 points. Vous avez la possibilité de voir, parce que vous êtes zoomé sur le Mollet-Litry, mais vous avez les communes aux environs. Vous voyez qu'également, au Breuil-en-Bessin, au-dessus, il y aura une borne de recharge de prévue. Donc, ça vous donne votre position à vous et également la position dans le cadre des éléments proches de votre commune. Donc, si on se positionne à cet endroit-là, donc tu peux revenir juste pour voir sur la carte. Donc, on va se mettre maintenant sur la couche synthèse. Donc, la couche synthèse, ça permet d'avoir l'ensemble des éléments qui sont donc présentés dans le cadre de cette déploiement. Et vous avez la possibilité de pouvoir faire des annotations par rapport à ça. Donc, c'est important. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude avec Mapeo de faire ces modifications-là sur d'autres sujets, mais on va pouvoir éventuellement avoir des informations sur cette borne. Donc là, on sait que il est prévu 2 points de charge en 2026. Donc on sait que cette borne-là est posée en 2026 et qu'elle a 2 points de charge qui sont pressentis pour ça. Donc on voit que c'est du transit, on voit qu'elle est de 100 à 150 kg et que son année de pose est de 2026. On sait qu'on est bien sur le Mollet-Litry et qu'on fait partie de l'EPCI Isigny-Omaha Intercom.
Donc ça, c'est intéressant déjà rien que pour avoir la bonne compréhension de ce qui est sur votre territoire. Mais en fait, vous avez un souci sur cette borne rapide. En fait, 2026, c'est trop tôt pour vous parce que vous aménagez votre parking en 2026-27. Donc en fait, vous voulez nous dire, soit on l'a mal compris lors de l'atelier, soit vous avez du retard dans vos travaux et du coup, ça pousse un peu. Vous allez avoir la possibilité de nous dire que ce serait plus intéressant de la mettre en 2027. Donc, vous allez utiliser le crayon de mise à jour. Vous allez choisir donc la bonne trame qui est en SDREVE Synthèse 2023. Et là, vous avez plusieurs outils. On peut modifier, on peut déplacer et on peut créer de nouveaux points. Donc, on va faire une petite manip comme exemple au niveau de modifier la date. Donc, on clique sur l'objet. Là, vous voyez donc qu'il est bien en transit, la bande rapide, les éléments qu'on a vus tout à l'heure, mais est bien 2026. Donc là, on dit que c'est trop tôt, donc il faudrait mettre 2027. Vous validez. Alors, vous mettez, oui, important, un commentaire. Donc, retard travaux. Vous mettez votre nom. Et vous mettez la collectivité. C'est important parce que si vous ne mettez pas ces éléments au niveau de… et vous fermez l'onglet. Et là, quand vous allez recliquer sur l'objet, vous allez voir que les 2 points ne sont plus en 2026, mais en 2027. Donc, c'est important de mettre votre identification, puisque en fait, vous allez avoir accès donc, à cette cartographie. Il faut savoir que c'est bien vous, commune, qui avez modifié vos points. C'est-à-dire, si un petit malin s'amuse à modifier le point du voisin, ça peut faire des siennes. Donc, nous, ce qu'on veut avoir, c'est la personne qui informe de la modification pour pouvoir la prendre en compte de façon correcte. Les modifications, donc, on peut les faire en date, mais on peut également les faire, par exemple, déplacer un objet. La borne, en fait, ce n'est pas ici, puisque lorsque vous avez mis sur l'atelier, vous nous avez dit que c'était au niveau du rond-point. Puis finalement, la meilleure place, ce n'est pas au bon du rond-point, c'est à côté de la salle qui est un peu plus loin. Donc, vous cliquez sur l'objet, vous faites continuer, vous déplacez la borne, vous éditez, et la borne a changé de place. J'espère que vous allez remettre à jour la base Molelitri parce que on est en live, hein, donc le Molelitri ne se rend pas compte qu'on retarde d'1 an sa borne. Et je sais pas si je cherche, je connais bien lui de Molelitri. Ah oui, vous êtes là. Ah oui, vous êtes là. Je vous cherchais des yeux. Vous êtes d'accord qu'on vous la déplace de 200 mètres et vous perdez 1 an. Hein. Là, on va tout rectifier après. Rassurez-vous, on garde la couche initiale. On va comparer, puis on prendra ce qui est réellement utile. Parce que vous pouvez également rajouter une borne. Éventuellement, vous vous dites, Monsieur Zdek, vous n'avez pas bien tenu compte de ce que je vous ai dit, ou je me suis rappelé que finalement, j'avais ça en plus, donc ce n'était pas prévu. Vous avez possibilité de rajouter un point, de rajouter une borne. Donc là, vous faites nouveau point avec cet onglet-là. Vous venez cliquer à l'endroit et une fois que vous avez fait ça, vous faites modifier, cliquez sur le point, et là, vous allez pouvoir rentrer, mais l'ensemble du coup. Donc, vous avez possibilité de choisir dans les 5 types d'identification, donc plutôt transit, gare, logement, parking public. Donc, on choisit transit si vous voulez. Type de borne, donc pareil, 100 kg, 3,22, 7 kg. Donc, l'année de pause que vous souhaitez. On va dire par exemple 2023, parce que finalement, il y a un chantier qui se fait tout de suite maintenant. Vous mettez toujours les commentaires, vous remettez votre nom et votre collectivité, vous validez, et là, une nouvelle borne va apparaître. Alors, on déplace un peu la carte.
Hop. Alors, il n'a peut-être pas pris. Il fait modifier. Ah, ça n'a pas dû prendre. Hop. Voilà. Donc la nouvelle borne a été posée à cet endroit-là. C'est une borne rapide de 150 kg. Voilà, donc c'est un outil qui permet de pouvoir donc voir. Il a deux fonctions en fait, cet outil dans Mapeo. Ça va vous permettre de voir ce que vous avez, du moins ce qu'il est prévu sur votre territoire, et éventuellement de vous faire des annotations. Si c'est conforme à ce que l'on s'est dit, je dirais qu'il n'y a pas d'annotation à produire, hein, c'est bon. Si vous avez des remarques à nous faire, vous avez cette possibilité-là. Les autres, on va dire, les autres moyens de communication existent toujours. Hein. Donc, on a toujours le site SDEC Energy où il y a un onglet sur SDRVE dans lequel on vous permet, dans un onglet, dans un lien qui vous amène sur les attentes et les observations, de rentrer les éléments que vous voulez nous faire savoir. Donc, ce lien existe toujours et va être maintenu durant la phase de concertation. Il y a le téléphone, il y a le mail, enfin, il y a le mail, il y a tout moyen de communication. Le principe, c'est d'avoir l'information que vous souhaitez nous transmettre, en fait. Mais ça permet en mairie, autour de quelques élus, de se retrouver, de se poser et de regarder et éventuellement de venir modifier. Donc, c'est un outil intéressant. Vous avez bien compris la démonstration, on n'en fait pas deux, hein. C'est une, c'est tout. Non, vous inquiétez pas, on va mettre des tutos. Ouais, on va mettre des tutos en ligne d'ici la fin de la semaine, en début de semaine prochaine, qui vous permettront de pouvoir revoir cette petite manipulation. Ouais, exposition, ouais, tout à fait. Donc voilà, quand vous allez vous loguer sur alors soit par le SDEC et ensuite Mapeo, ou directement sur Mapeo, vous tombez sur le territoire de votre commune, vous voyez un peu les voisins, et là, vous allez pouvoir regarder ce qui est prévu à échéance 5 ans et éventuellement commenter, déplacer, ajouter un certain nombre de bornes. Et ça, pendant quelques semaines, on va y revenir tout à l'heure, hein, de manière à venir consolider encore une fois de plus, si besoin, tout le travail qui a été fait, déjà fait en atelier et durant les différentes phases. Il fonctionne puisque Alban était en direct, hein, sur le site Mapeo. Donc, on va remettre à jour le mot électrique. Hein. Mais voilà. Bien évidemment, attention, un point d'attention, ça ne veut pas dire que si vous déplacez, ajoutez, modifiez les bornes, que vos demandes seront systématiquement retenues. Bien évidemment, on va les analyser, on va les regarder, on va vérifier si tout ça s'inscrit dans dans la philosophie générale du schéma directeur, si c'est finançable, hein, etc., etc. Mais ça permettra en tout cas de venir corriger, encore une fois, s'il le faut, ce document avant qu'il soit produit et déposé en préfecture. Avez-vous des commentaires, des interrogations sur cet outil interactif très opérationnel? Oui, Chantal Massieu, d'If-sur-Mer. Vous aurez une alerte pour vous prévenir qu'il y a une modification sur une commune? Parce que sinon, si vous êtes 15 jours, vous ne saurez peut-être pas si en fait, vous n'allez pas regarder toutes les demi-heures pour voir si quelqu'un a modifié quelque chose. On ne va pas faire ça. Par contre, à la fin de la concertation, du moins l'ouverture en ligne, dont on va en parler tout à l'heure au niveau des dates, nous, on fera le point. On a la possibilité de savoir, c'est des fichiers informatiques, hein, tout ce qui a été changé par rapport à ce qui était à l'initial. Donc, on verra si ça a été changé. On verra éventuellement que vous avez voulu rajouter une borne, que finalement, vous l'avez supprimée. On verra que vous voulez déplacer cette borne-là à cet endroit-là. On verra que l'année a changé de cette année-là à cette année-là. Donc, tous ces éléments-là, on saura le voir. Donc, on a la couche d'aujourd'hui en dur, et puis on va venir coller à échéance, hein, la couche modifiée, et les écarts vont apparaître. Et là, c'est là qu'on pourra travailler sur ces écarts.
Et donc, si on demande une modification, vous nous contactez, comment ça se passe? Parce que vous ne serez pas forcément d'accord ou ça ne sera pas forcément possible. Oui. Donc, il y a un échange qui va se faire avec les communes, je suppose. On vous laisse jusqu'au 4 février. Vous voyez, on laisse 2 mois pour déjà nous-mêmes communiquer, parce que là, vous représentez un certain nombre de communes et toutes les communes ne sont pas représentées. Donc, on va communiquer sur cet outil et sur les possibilités d'amendement et puis de curiosité, hein, d'aller voir l'outil. On va laisser 2 mois jusqu'au 4 février, je crois, hein, de mémoire pour, je dirais, intervenir sur cet outil. Alors après, vous pouvez aussi entre-temps nous appeler, nous envoyer un mail en disant moi, la commune de Dives, j'ai fait ces modifications-là, on s'est réunis, il y a eu un travail en mairie, on a validé ceci. Enfin, vous pouvez bien évidemment, au-delà de la modification de carte, nous envoyer un mail pour nous expliquer la démarche, parce que quelquefois, vous allez nous faire une modification, puis on aura du mal à la comprendre. Donc, plus vous êtes, je dirais, plus vous nous informez sur vos besoins de modification par des mails, etc., mieux on la comprend. 4 février, 3 février. 3 février. Vendredi. Le 4, c'est le samedi. Donc, non, voilà. Ouais. Donc, 3 février à minuit ou à 17h, je ne sais plus. Voilà, on ferme et on va rendre inaccessible pendant un certain temps cet outil. L'outil changement, hein, c'est le reste. Oui, le reste restera. Et puis là, on va tout simplement nous remettre à plat, peut-être vous réinterroger, essayer de comprendre pourquoi vous avez fait ceci et cela, de manière à ce que fin mars, on puisse saisir notre comité syndical pour pouvoir ensuite, mais on va revenir sur le timing tout à l'heure, pour pouvoir ensuite, pour faire en sorte que notre comité valide ce schéma directeur qui sera ensuite déposé en préfecture. Donc, vous avez assisté, avant de prendre la question, vous avez assisté donc aux réunions de concertation qui ont pu avoir lieu. Donc, on vous a expliqué pour quelles raisons on mettait plutôt une borne rapide à cet endroit-là, plutôt une borne lente à cet endroit-là, et plutôt une borne, on va dire, 22 kg normale à ces endroits-là, donc notamment sur les parkings. Donc, lorsqu'on vous met une borne à 22 kg sur la carte et que vous vous dites non, mais moi, ce n'est pas une 22 kg, c'est une rapide. En fait, nous, on l'a fait sciemment parce qu'on a estimé que les besoins n'étaient que sur une borne normale. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est vrai que dans l'analyse des remarques que l'on pourra avoir, si c'est la modification, c'est moi, j'ai OK pour la borne, mais moi, c'est une 150 kg qu'il faut, celles-là, elles seront analysées finement. On ira chercher la justification de la réelle potentialité de cette borne-là. Ça vous oblige aussi à ce travail d'analyse de pourquoi des choses. C'est-à-dire que si effectivement, si c'est pour dire moi je vais en mettre 10 de plus parce que j'ai envie d'en avoir 10, comme ça au moins on ne sait pas ce qui se passera, ça ne sera pas retenu parce qu'il faut bien évidemment s'inscrire dans une démarche, dans une réflexion à l'échelle de votre commune d'aménagement de votre territoire. Pareil sur la durée, c'est-à-dire que si on a tout mis si on a étalé en 5 ans la mise en place de ces bornes, ce n'est pas pour que tout le monde nous dise je veux tout en 2023. Ça ne sera pas possible. Oui, justement, Johnny Briard, Lisieux, la question, vous avez établi un schéma directeur et vous avez un peu répondu à ma question. Si vous avez 10 ou 15 ou 20 bornes qui viennent sur 2023 en demande, est-ce que ça modifie le schéma directeur que vous avez mis en place? Alors, ça l'impactera, évidemment, puisque dans la logique que l'on a vue, et on en parle aussi en fin de réunion, donc on a sur 2023 174 points de charge de prévus. C'est ce qu'ont voté les élus du SDEC Énergie il y a maintenant un mois à peu près. Donc, en prévisionnant l'argent nécessaire pour faire ces 174 points de charge, si on arrivait à 20 points de charge supplémentaires, après, il faudrait que je puisse voir, moi, si dans l'argent qui est mis à disposition, ça me permet de faire 180 points de charge, ou si non, ça sera OK, pris en compte, mais plutôt basculer sur 2024 ou plus tard. Normalement, on ne devrait pas avoir tant de modifications. Ce travail-là est le résultat d'abord d'un très gros état des lieux qui a été réalisé en phase préalable par Artelia. Ensuite, il y a eu 34 réunions, on comptait tout à l'heure, 34 réunions à l'échelle des territoires des EPCI qui sont venus progressivement affiner, consolider ce travail d'état des lieux. Donc, je veux dire, en excès de langage,
on peut dire qu'on ne devrait pas avoir de surprise. Peut-être un décalage dans le temps, mais très à la marge. Si vraiment on s'aperçoit qu'il y a des changements importants, c'est qu'il y a soit une commune qui est complètement passée à travers toute cette démarche je dirais, de concertation, qui n'est pas venue aux réunions, qui découvre. Bon, bah, au moins, cette phase aura le mérite entre guillemets, de récupérer quelques communes qui nous auront échappé dans la phase de concertation. Pour celles qui ont participé à la phase de concertation, là, pour le coup, on devrait être, s'il y a des modifications, à la marge. Hein, on devrait logiquement être sur, on va dire, l'épaisseur du trait, quoi. Donc, en tout cas, ça laisse encore la possibilité pour, je dirais, de venir, à nouveau, revenir un peu sur le métier et réinterroger tout le travail qui a été fait en atelier. Mais logiquement, ça ne devrait pas bouleverser l'équilibre général du travail qui a été réalisé. Ça sous-entend qu'il y a une étude technique qui est faite, parce que pour des bandes rapides, est-ce que vous êtes sûr que sur tout le point du territoire, vous êtes capable de les alimenter? Ou ça nécessite parfois des gros travaux d'infrastructure? Je ne dis pas que le schéma est terminé, ce serait trop beau. J'ai encore toute une phase, réglementairement d'ailleurs, à soumettre ce schéma à nos collaborateurs Enedis pour qu'ils puissent vérifier qu'il n'y a pas d'impossibilité technique de réalisation. Ce matin, je vois M. Ardouin, directeur d'Enedis du Calvados. Nous étions ensemble avec M. Barbier et puis le représentant de la préfecture. Nous étions ensemble pour une réunion de travail sous l'intitulé « Conférence NOM », nouvelle organisation du marché de l'énergie. Et on abordait le sujet de l'investissement sur les réseaux de distribution électrique. C'est une réunion annuelle qui fait le point, hein. Et une partie de la réunion était consacrée justement, je dirais, à la solidité du réseau au regard du développement, des développements attendus en matière de transition énergétique et de mobilité. Alors, M. Ardouin, on l'avait évoqué, vous avez, Enedis, réalisé un certain nombre d'études prospectives, hein, pour lesquelles qu'on a intégré d'ailleurs dans ce schéma, et qui démontre à aujourd'hui que le réseau peut tenir, et tient en tout cas, avec des taux d'accroissement du véhicule électrique comme il est prévu qu'il le soit à échéance 2035. Donc ces études-là sont pour l'instant intégrées dans le plan de déploiement. Et après se retrouvent au travers, je regarde les élus du comité syndical, des programmes pluriannuels d'investissement et du schéma directeur de nos investissements, qui intègre toutes ces questions de structuration du réseau au regard de son avenir, et en particulier sur ces questions-là. Donc ça en fait bien partie, et c'est bien intégré dans les logiques industrielles du concessionnaire. Monsieur Bougot. Voilà. Merci. Gilles Maloisel, Interco de Aviron-Aero. Dans le cadre du transfert de la compétence l'homme à l'EPCI, et que l'EPCI ait une compétence économique, qui fera justement, et quelles obligations dans la loi climat et résilience, qui sera l'exécutant de ces infrastructures? Alors, les infrastructures ne font pas partie de la loi LOM. Et donc, du fait que les EPCI ont choisi d'être AOM. Et les infrastructures restent à responsabilité des communes, donc par transfert de compétences aux SDEC Énergie. Après, sur le mode de financement derrière, le mode de gestion, on l'avait dit au comité syndical et on l'avait dit la fois précédente, il y a tout un travail aujourd'hui qui est engagé par le syndicat, hein, pour réfléchir. Et vous en êtes saisi, vous êtes membre du bureau, bien évidemment, hein, pour réfléchir sur les questions de mode de gestion et mode de gestion de ces infrastructures. Jusqu'à aujourd'hui, sur la première phase de déploiement, hein, qui correspondait à l'appel à projet ADEME de l'État, hein, que nous avons réalisé, comme dans beaucoup de syndicats de France, hein, et qui a porté donc sur ce que vous avez vu tout à l'heure, les 240 bornes. Hein, à aujourd'hui, nous sommes en régie, hein,
puisque c'est le syndicat au travers d'un budget annexe qui porte cet investissement et qui en porte l'exploitation. Demain, avec un nombre de bornes bien plus important que ce qu'il est aujourd'hui, la question de son mode de gestion est bien évidemment posée. On n'a pas de réponse immédiate parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, hein, et qui fait appel autant à des considérations économiques, à des considérations d'aménagement du territoire, à la place du privé dans ce schéma de déploiement, etc. etc. Donc, ça demande quelques mois de réflexion, sous l'égide de Madame la Présidente d'ailleurs, et de Monsieur Guillouard concernant donc la mobilité. Et nous reviendrons vers le comité pour ces questions-là. Voilà. Donc, bien sûr, ce que dit Monsieur Delic, nous en parlons depuis quelques mois, savoir le mode derrière d'utilisation et de gestion de ce prochain parc qui sera installé dans les 5 années à venir. Mais d'ores et déjà, il y a 1 million qui est programmé pour faire l'installation des premières bornes pour 2023. Voilà, c'est déjà. Après, vous regarderez sur vos schémas si vous êtes concernés. Mais voilà, petit à petit, notre département sera devant cette maille qui est prévue. Voilà, c'est important que chacun soit aussi, c'est la volonté du syndicat, que tout le maillage du département soit conçu pour que chaque commune soit desservie. Oui, Rémi Bogo, donc les Ignoma Intercom. Puisqu'on parle de problèmes techniques, soulever une question qu'on avait posée lors de la réunion au Mollet-Litry. Parce que donc on a des parkings qui sont vraiment en bord de mer, en front de mer, où il est nécessaire d'installer des bornes. Et on avait posé la question de quel est le devenir de ces bornes face à l'air salin, etc. Parce qu'on sait par l'histoire que les choses sont dégradées très rapidement. Donc je pense que s'il y a un cahier des charges, il faudra qu'il soit un peu spécial pour les bornes qui sont vraiment en bord de mer. La protection extérieure des marchés actuels, des bornes de recharge, tient compte de cette problématique d'air salin, celle de Saint-Laurent-sur-Mer, depuis le début d'ailleurs, hein, depuis nos premiers marchés avec le premier fabricant qui s'appelait Itotem, on a cette possibilité de plus-value sur la borne qui permet de mettre une couche de protection par rapport à cet air salin. Après, c'est clair, il y a des portes, il y a des ouvertures, et du coup, voire même des structures qui sont apparentes, hein, qui peuvent souffrir un peu plus que si on était au fin fond reculé derrière des montagnes ou derrière des forêts. Voilà. Ça marche? Non? Oui, ça marche. Oui. Quelle sera la répartition financière par rapport du syndicat par rapport aux collectivités pour cet investissement, s'il vous plaît? Alors, on a répondu partiellement pour 2023, puisque donc 100% des bornes de recharge sont pris en charge par le SDEC Énergie dans le cadre de ce million dont parlait M. Guillouard. Pour la deuxième partie du schéma qui commencera en 2024 jusqu'en 2027, là, on est dans ce qu'expliquait M. Delic, à savoir la réflexion de la gestion de ce mode de prise en charge. En fait, est-ce qu'on restera en régie? Est-ce que le SDEC Énergie prendra 100% des dépenses chaque année? Ça, c'est des questions qui aujourd'hui sont en train d'être débattues, hein, clairement, dans les commissions, voire même des commissions commissions, puisque ça concerne aussi les finances du SDEC Énergie. Après, il y a des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Je ne sais pas si c'est le but d'en parler aujourd'hui, mais si vous êtes en délégation de service public, ça peut être une des hypothèses. Vous n'avez plus la maîtrise du coût de la recharge. Donc, ça veut dire qu'un délégataire prendra en charge, par plusieurs biais, soit l'achat de l'ensemble du parc, ou soit en tant que fermier, mais on n'aura pas la même maîtrise de la totalité du service que si on reste en régie, où là, c'est vous, élus du SDEC Énergie, qui
en fixer les règles. Oui, c'est des enjeux qui sont importants pour l'équité de traitement des territoires. Il est évident qu'un acteur privé sera plus facilement enclin à déployer des bornes là où il y a une rentabilité. C'est l'essence même d'une structure privée. Elle va chercher de la rentabilité. On ne va pas lui reprocher cette logique. Et on sait bien et on le voit bien qu'on a un certain zone du département pour lequel les flux sont plus importants que dans d'autres zones. Mais on a aussi le souci du service public. Et il est aussi pour nous primordial que l'ensemble du territoire soit couvert avec le même niveau et la même équité de traitement. Donc, derrière ces sujets de mode de gestion, c'est toutes ces questions-là aussi qui se posent pour des élus. On est vraiment là dans de la politique d'aménagement au sens très noble du terme et qui mérite je dirais, une réflexion. On entend les attentes. Enfin, je pense que Mme Dufaux, derrière votre question, est-ce que la commune va payer quelque chose, hein? Donc, je pense que les élus du comité ont entendu assez clairement, en tout cas, ils ont lu entre les lignes les propos exprimés par vous, maire, et vos confrères. M. Guillouard le citait, hein, le ZEC a décidé de lancer le processus pour une première année en 2023 pour ne pas arrêter tout ce processus, parce que là, vous voyez, on est en processus de réflexion. Il y a la réflexion sur le schéma directeur, il y a la réflexion sur le mode de gestion, et on voit bien que les besoins, les attentes, ils continuent d'être exprimés par les communes. Donc, pour y répondre, le comité syndical a décidé d'investir et donc de supporter l'investissement, hein, concernant donc le programme 2023 à hauteur d'1 million d'euros. Ce n'est pas une petite somme, hein, d'1 million d'euros. C'est un bel effort financier. Ça n'obère pas l'avenir, hein, très clairement. La question de 2024 et après sera bien évidemment posée. Mais en tout état de cause, la dynamique engagée par l'équipement du territoire n'est pas conditionnée à aujourd'hui sur ces questions-là. On continuera à équiper. Sur les bornes actuelles, la collectivité a une petite part sur les 22 oui, KV. Oui. C'est pour ça que je demandais si la collectivité aurait une part en charge. Pour 2023, je peux vous confirmer qu'il n'y aura pas de part de collectivité, que ce soit sur l'investissement ou que ce soit sur le fonctionnement, puisque c'est quelque chose qui a déjà été délibéré et c'est déjà inscrit, on va dire, dans le dur. Pour les autres années à venir, je ne peux pas vous répondre. C'est le même discours que j'ai tenu dans chaque territoire, c'est qu'à aujourd'hui, on a une vision, mais je ne peux pas vous le dire puisque les élus n'ont pas eux-mêmes pris la décision. Il faut prendre en compte aussi, comme tout le monde est au courant qu'on a des élus, le coût de l'électricité. Hein. Voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, les prix ont augmenté, il faut que ce soit pris en compte. Voilà, c'était vous dire aussi que le coût d'électricité est pris, il faudra le prendre en compte, qui a augmenté. Aujourd'hui, ce qui est mis, qui fonctionne très très bien, les 249 bornes qui sont utilisées, le coût de fonctionnement est légèrement déficitaire, donc c'est le budget principal qui rétablit ce budget-là. Donc demain, il faudra quand même que ce fonctionnement soit équilibré. Ça sera la priorité de la commission. Et puis pour le budget. Donc voilà, il faudra revoir certainement certaines choses pour que ce budget qui est annexe aujourd'hui soit équilibré si on garde la même formule de fonctionnement. Oui, et puis juste en complément, on est sur quelque chose de très mouvant qui bouge. Je crois que Mme Dufour, vous étiez là il y a 5-6 ans, quand on a commencé à installer les premières bornes avec des investissements qui étaient lourds, on se posait la question, mais est-ce qu'il y aura des véhicules électriques? Vous voyez, on était il y a 5 ans, c'est récent, hein, il y a 5 ans, hein, y aura-t-il des véhicules électriques? On va investir le syndicat, l'État, la région, le département sur plusieurs millions d'euros avec la question, mais est-ce que derrière, on aura des industriels qui vont construire des véhicules électriques? Donc, on avait une question très, très fondamentale, hein, qui était posée. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Il est évident clairement que le tournant industriel, il est engagé, il est fait. Aujourd'hui, on a des questions de type comment vont utiliser le véhicule électrique, comment va être utilisé le véhicule électrique par l'usager,
Est-ce qu'on sera de plus en plus sur des modes de location de voiture? Est-ce qu'on sera de plus en plus sur des modes où on utilise moins la voiture et plus les transports en commun, plus le vélo, etc. On a des questionnements d'usage. On a un autre questionnement qui est important, c'est comment le privé, l'initiative privée, va à un moment donné venir s'engager, parce qu'on voit que ça commence, hein, comment elle va venir s'engager sur ce type d'équipement, parce qu'il y a probablement un peu d'argent à faire sur certains territoires. Donc, on est aujourd'hui sur ces questions-là. Comme il y a 5-6 ans, on était sur des questions plus fondamentales en disant, mais on ne sait même pas s'il y aura des véhicules électriques. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez des questions qu'on se posait à l'époque. Aujourd'hui, il faut qu'on avance, et on avance avec un pas de 5 ans, parce que ça nous permet d'avancer de manière, on va dire, forte, mais on lèvera la tête dans 5 ans et puis on regardera comment les choses, les usages, comment ces questions-là auront évolué, et probablement que dans 5 ans, ces questions-là auront trouvé une réponse qu'on n'a pas aujourd'hui de manière sûre et certaine. Oui, Bernard Vivet, Signy les sources. Je vais reprendre parce que j'avais une question à poser, mais vous l'avez donné à peu près. Le fonctionnement et les frais d'entretien qui incombent à la commune, par contre. Alors, à aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non, mais. Aujourd'hui, non. Oui. Dans le programme 2023, non plus. Et 24. Je ne peux pas vous dire. D'accord, merci. Après, au niveau du comité, hein, mais c'est dans la commission, après c'est le bureau qui décide et après c'est validé au niveau du comité. Alors, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faudra que ce soit équilibré. Voilà. On est d'un point de vue, alors ceux qui sont un peu financiers, on est dans un SPIC. C'est-à-dire que, et on le gère d'ailleurs comme un SPIC au niveau du syndicat, et on le gère au travers d'un budget annexe. Le principe fondamental, c'est que le service s'équilibre avec la redevance, le loyer, ce qui va y contribuer. Donc, en gros, l'usager qui va venir payer sa recharge. Aujourd'hui, la dynamique votée par les élus depuis de nombreuses années en matière de coût de recharge est une dynamique, est une logique incitative. Le tarif est volontairement bas pour faciliter l'usage électrique. C'est vrai dans le Calvados, mais c'est vrai partout ailleurs. Donc, il est clair et évident que ce parti pris qui a son sens, hein, très clairement, qui a son sens, bien évidemment, ne permet pas l'équilibre de ce budget. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure M. Guillouard, c'est le budget principal. Hein, vous connaissez, vous êtes élu, vous savez comment ça marche. Hein, c'est le budget principal qui, annuellement, vient compléter. C'est un dispositif qui peut vivre, qui peut exister, qui peut s'entendre quelques années. On ne peut pas imaginer que toute la vie du syndicat, on ait une de ces compétences qui viennent à un moment donné je dirais, déséquilibrer le budget principal. C'est quelque chose qui ne peut pas s'entendre à terme. Ça peut s'entendre sur une période. Cette période, elle est de lancement, elle est là, elle existe, ça a été fait. Demain, cet équilibre ne pourra pas, ce déséquilibre financier ne pourra pas perdurer ad vitam aeternam. Donc, le service devra être payé par, alors le service, l'électricité, le renouvellement des bornes, l'entretien, la maintenance, etc., devra être payé par l'usager qui… Il n'y a pas énormément de leviers pour permettre d'arriver à l'équilibre. Il y a les recettes usagées ou il y a la participation des collectivités, c'est évident. Je viens me retirer, je vais vous passer mon micro. Est-ce qu'on peut imaginer sur le territoire un endroit où il y a on va dire une ferme de bornes avec un système de batterie qui permet de recharger ces batteries la nuit, permet de booster et de façon à trouver les meilleurs tarifs au moment où sont les périodes les plus creuses? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des innovations technologiques qui permettront d'optimiser la recharge, de réguler au niveau du réseau et d'avoir quelque chose qui est disponible immédiatement? Parce qu'on voit bien que quand on a 3-4 bornes identiques de forte puissance, si on arrive le 4e, ça marche moins bien. C'est sûr que si vous avez 4 bornes 150 kg qui sont sur un poste de transformation, il faut que le poste permette de le faire. Et en effet, on est sur du réseau en direct. Et dans ce cas-là, comme l'énergie ne se stocke pas, c'est un appel de puissance sur les réseaux global. Et là, éventuellement, ça peut venir à baisser la totalité du réseau, du secteur. On est bien d'accord. Alors, il existe des systèmes innovants qui ressemblent un petit peu à ce dont vous parlez. On en a rencontré certains.
leur principe, c'est des batteries, en fait, des zones de stockage qui sont situées sur des endroits qui habituellement n'apportent pas trop de problèmes de tension au niveau de la consommation énergétique. Et donc, du coup, peuvent emmagasiner de l'énergie sans en déstabiliser les alentours. Et du coup, ils mettent un service complémentaire par rapport à leur service principal qui est en gros d'accumulateur. Hein, c'est le principe d'un accumulateur. Et ils branchent une, deux ou trois batteries, du moins deux ou trois bornes de recharge sur ces systèmes de stockage et délivrent l'énergie sans tirer sur le réseau. Vous avez ça, vous aurez très probablement des politiques tarifaires qui vont inciter à venir se recharger à des heures dites creuses, moins en tension. Ça, c'est clairement… c'est déjà fait. D'autres le font déjà. D'autres le font. Donc, on va avoir derrière, quand on parlait tout à l'heure d'usage, voilà, de ce type d'exemple. Et puis, de plus en plus… Enfin, ce qui est réfléchi aussi, c'est que le véhicule, je rappelle que 90% des usagers se rechargent chez eux, hein. Eh bien, on aura un système demain, très probablement, un système où on viendra chez soi, dans sa maison, on branchera la voiture pour la recharger, mais pendant un certain temps, c'est la batterie qui viendra alimenter la maison. On videra en fin d'après-midi, en fin de journée, on videra progressivement la réserve d'électricité. Vous vous rendez compte, demain, 40 millions de voitures avec 40 millions de charges électriques, ça fait peut-être 1, 2, 3 réacteurs nucléaires en stock, hein. Donc, on aura derrière le véhicule qui viendra alimenter la maison en période de pointe, et puis avec un tarif, bien évidemment, tout ça très, très incitatif. Et puis, quand on sera en pleine nuit, à 2-3 heures du matin, eh ben, hop, le système sera inverse. C'est bien le réseau qui viendra recharger le véhicule. Ça, ce sont des modèles qui se testent aujourd'hui. Donc, quand tout à l'heure, on vous parlait d'usage, et c'est toutes ces questions-là qui sont à aujourd'hui posées. Je pense que dans 5-6 ans, ces questions seront peut-être pas derrière nous, mais on aura déjà des éléments de réponse. Tout à l'heure, madame, vous avez cité la capacité des bornes, hein, la capacité à être plus importante. Là aussi, c'est des variables qui sont importantes à prendre en compte dans le déploiement futur. Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on continue la présentation. Donc là, vous allez voir, on va repasser la main à Artelia, on va évoquer chaque territoire par EPCI pour une question de simplification. Donc, vous verrez les tableaux qui vont passer, qui indiquent à peu près ce que nous, on a estimé. Hein. C'est en gros la synthèse en tableau des points que vous avez pu voir tout à l'heure. Et je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'on est entre 2023 et 2027. Lorsqu'on a fait les ateliers, on avait une vision aussi qui était un peu plus lointaine, qui allait jusqu'à 2035. Donc, si vous ne voyez pas la borne qu'on avait imaginée posée à un moment donné sur votre territoire, ça ne veut pas dire qu'on l'a oubliée, hein. Ça veut peut-être dire tout simplement qu'elle est prévue à partir de 2028. C'est juste ça. Voilà. Donc, effectivement, l'objectif maintenant, c'est de regarder… bon, on ne va pas y passer non plus des heures, il y a 15 territoires de PCI à regarder. Néanmoins, pour avoir quelques chiffres en tête, on va les donner ici et puis on vous laissera aller regarder plus en détail les cartes sur Mapéo. Donc, si on commence par les vallées de l'Orne et de l'Odon, on prévoit à 2027 22 points de charge supplémentaires. Donc, pour le petit exercice, ça fait à peu près 11 bornes, sachant qu'il y en aurait 6 en borne rapide et puis le reste en borne 3 à 22 kW, sachant que pour 2023, il y aurait 4 points de charge, donc 2 bornes de prévues et d'actées dans le déploiement. Si on regarde seul terre et mer maintenant, oui, la petite précision, on vous les présente par territoire de PCI par souci de lisibilité, on garde un peu les mêmes territoires que pour les ateliers. Néanmoins, bien sûr, par la suite, c'est vraiment le déploiement pour les communes. Donc, pour seul terre et mer, on serait à 23 points de charge. Donc, 2 bornes rapides et le reste à nouveau en borne plutôt lente et normale, sachant qu'on a à nouveau 15 points de charge prévus pour 2023. Je fais juste une petite précision. Donc, c'est une copie d'écran. Hein, donc, comme c'est zoomé à l'échelle de l'EPCI,
il peut y avoir des doublons ou des recouvrements plutôt de points par rapport aux bornes déjà existantes ou autres. Donc, ne comptez pas le nombre de points. C'est le tableau qui est important. Ouais. Donc, on a ensuite Terre d'Auge, sur lequel il est prévu en 2027 26 points de charge. Donc, 3 bornes rapides, 6 points de charge. Le reste, à nouveau, sur les bornes plus lentes. Et puis, une borne posée en 2023. On a ensuite Valais-Dunes, pour lequel on a à nouveau 26 points de charge de prévu, 3 bornes rapides et puis 5 points de charge. Alors, quand vous avez des points de charge impairs, comme on disait tout à l'heure, une borne, c'est généralement 2 points de charge. La petite particularité, c'est qu'on a aussi les 3 kVA qui peuvent se poser tout seuls. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des nombres impairs qui se baladent de temps en temps. Donc, du coup, ça ferait 5 points de charge en 2023. Pour Saint-Gall Suisse normande, on a 19 points de charge prévus en 2027, 2 bornes rapides et puis 2 bornes posées en 2023. Donc, on a ensuite pré-bocage intercom où on serait à 22 points de charge en 2027. À nouveau, 2 bornes rapides. Bon, sans surprise, c'est à peu près bien réparti entre les territoires. Et puis, on aurait 3 bornes posées en 2023. Pour le pays de Falaise, on est à 29 points de charge en 2027, 3 bornes rapides et puis cette fois 4 bornes posées rapidement. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est surtout on avait des enjeux sur Falaise où il y avait des besoins pas encore couverts. Donc, pour le pays de Honfleur-Beuzeville, on est à 34 points de charge en 2027, une seule borne rapide et puis 7 points de charge posés en 2023. Pour Cœur-Côte-Fleury, on est à 28 points de charge en 2027, 3 bornes rapides et puis 12 points de charge posés en 2023. Pour Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, on est cette fois à 53 points de charge en 2027, 5 bornes rapides et puis 12 points de charge posés en 2023. Pour Cœur de Nacre, on est à 42 points de charge en 2027, 2 bornes rapides et puis 10 points de charge posés en 2023. Pour Isigny-Oma Intercom, on est à 41 points de charge en 2027, 5 bornes rapides et puis 11 points de charge en 2023. Pour Lisieux-Normandie, on est à 50 points de charge en 2027, 3 bornes rapides et puis 9 points de charge en 2023. Intercom de la Viron-Noireau, on est à 49 points de charge en 2027, 4 bornes rapides et puis 13 points de charge en 2023. Et puis enfin, pour Bayeux Intercom, on est à 63 points de charge en 2027, 12 points de charge, donc 6 bornes rapides et puis 16 points de charge en 2023. Concernant en fait aussi la répartition sur 2023, on s'est basé aussi notamment sur les projets qui nous ont été remontés. Et puis pour le développement, on avait forcément des besoins plus importants au niveau des grandes villes et on allait regarder aussi ce qui existait en existant aussi bien privé que public pour compléter aussi le maillage des zones les moins bien maillées. On peut dire que lorsqu'on a fait les ateliers, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment de bonnes discussions entre les élus des territoires et les consensus ont été trouvés sans grande difficulté en fait. J'ai en tête, alors je ne me souviens plus exactement quelle était la collectivité, mais peu importe, où les élus du coin disaient mais c'est normal qu'il y ait des bornes à mettre là, c'est là-bas que tout se passe. Donc, et ça, c'est quelque chose d'appréciable. Et je pense qu'en effet, on voit quand même qu'actuellement, et on en parle un petit peu tout à l'heure au niveau des ratios, il va y avoir une augmentation des véhicules, donc il est nécessaire qu'on franchisse une augmentation au niveau de la pose de nouvelles bornes. Et ces nouvelles bornes, elles doivent être là où seront les gens. Et aujourd'hui, on est plutôt sur cette sectorisation-là.
Alors ensuite, un petit zoom sur Caen-la-Mer, comme on disait, pour lequel l'atelier est en cours de mise en place. Donc, les chiffres ne sont forcément pas encore arrêtés, mais néanmoins, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, on a quasiment la moitié des besoins qui se situent sur Caen-la-Mer. Donc, il est prévu de déployer un peu moins de la moitié des bornes. Donc, ça représenterait à peu près 470 points de charge sur ce territoire à 2027. Donc, en termes de stratégie, à nouveau, déploiement sur le territoire du Calvados par le public, il est estimé qu'il faudrait, donc, toujours avec cet inconnu de Caen-la-Mer qui pourrait faire varier un peu les chiffres, mais il faudrait à peu près 1000 points de charge, donc 500 bornes supplémentaires, on ne parle pas du coup de l'existant, à horizon 2027 sur le territoire. Sachant que vous voyez, on est à 170 points de charge rapide. Bon, on est sur 1000, donc le ratio est assez facile, ça fait 17%. Donc on aurait 17% des points de charge qui seraient rapides. C'est des chiffres qui sont quand même assez importants. Hein. 1000 points de charge à poser en 5 ans, ça va faire des bornes, en fait. Hein. Ça va faire des bornes. Ouais, à peu près 500, avec la variante près des bornes 3 kg qui seront avec un seul point de charge. Voilà. Après, la petite précision, c'est que du coup, comme on disait, les 174 points de charge prévus en 2023, c'est plutôt un chiffre arrêté qu'on connaît. C'est lié à ces 1 million d'euros d'investissement. Ne pas non plus prendre les chiffres sur les années suivantes comme définitifs en disant il y en aura pile 272 en 2024. C'est plutôt les prévisions qu'on a à l'heure actuelle par année par rapport aux ateliers. Néanmoins, autant sur 2023, on est assez certain du volume, autant sur les années suivantes, ça peut un peu varier. On arrivera aux 1000 points en 2027, néanmoins, la répartition exacte entre 2024 et 2027, elle n'est pas non plus 100% arrêtée. En fait, c'est des chiffres qui sont obtenus grâce à vous, hein, grâce aux ateliers. C'est vous qui nous avez dit que vous avez ces projets de voirie à tel endroit dans 2 ans ou dans 3 ans. Hein. C'est là-dessus qu'on s'est basé, nous, pour dire, dans cette commune-là, ce serait mieux de mettre cette borne-là à ce moment-là plutôt que 3 ans plus tard. Donc, pour refaire un peu la synthèse en chiffres, donc, avec la mise en œuvre de ce schéma, on compterait jusqu'à 6100 points de charge en 2027. Donc, on en a en fait 720 existants ou en cours d'installation, c'est-à-dire c'est les points qui étaient prévus plutôt pour fin 2022. On aurait ces fameux 1000 points de charge supplémentaires publics. Et puis, la grosse interrogation, puisqu'on voit que c'est ce qui compte énormément, c'est le privé. Vu que s'il respecte la réglementation, comme on le disait sur ces parkings, ça représenterait 4380 points de charge. Comme on le voit, c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Du côté public, on a pris la position au vu du faible taux d'utilisation des bornes de se baser sur le besoin et d'échelonner, d'étaler un peu plus. La question, c'est est-ce que le privé de son côté va respecter ou pas? On ne peut pas le dire à l'heure actuelle. Néanmoins, voilà, il y a jusqu'à 4380 points de charge prévus par la réglementation. Vous avez une question? Hubert Furdina, Isignoma Intercom. Une question que l'on m'a posée récemment, je ne l'avais pas au moment de la réunion. Est-ce que l'on a une obligation d'installation de points de recharge sur les aires de grand passage des gens du voyage? Est-ce que vous avez un bâtiment communal dans cette aire? Non, il n'y a pas de bâtiment. Donc, vous faites payer? Difficilement. On essaie comme tout le monde. Parce que j'aurais tendance à dire que la première partie de la loi, c'est de dire que le parking appartient à une surface, on va dire, cadastrale liée à un bâtiment ou est liée directement à l'usage du bâtiment. Donc là, en l'occurrence, pas de bâtiment public, pas d'obligation. Et la deuxième partie de la loi, c'est la loi climat et résilience, qui, elle, instaure la notion de DSP, service public ou marché, donc marché public, donc ou régie. Donc, si vous avez la notion de faire payer l'emplacement, vous devez apporter les services.
C'est comme ça que je le comprends. Souvent, ils cherchent de l'électricité. Hein. Oui, oui. Donc, on va leur installer une borne. Mais ça fait plus tard, on n'en a pas prévu. Hein. Oui, moi, je voulais vous remercier pour tout ça. Et je voudrais ajouter, je crois que ce qui vous a, enfin, j'ai l'impression, conduit à cette démarche, c'est parce que on est presque sûr que s'il y a beaucoup de voitures électriques, il va y avoir des opérateurs privés qui vont aller mettre des points de charge publics, entre guillemets, dans des endroits où il y a beaucoup de clients. On pense, je ne sais pas, moi, à Honfleur, Deauville, etc. Et puis, on voit qu'il n'y aura pas d'investissement pour le milieu rural. Et donc, là, le SDEC pense au milieu rural et puis donc, on est très content de cela. Parce qu'on ne peut pas compter sur les investisseurs privés, vraiment. Merci. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, donc le site, du moins l'outil qu'on vous a présenté sur Mapeo est disponible dès maintenant. Donc, il est accessible par tous les moyens que vous avez habituellement quand vous voulez aller voir pour un mât d'éclairage public ou pour déclarer une panne. C'est le même système, c'est le même chemin, c'est les mêmes codes. Vous avez donc la possibilité de faire des remarques comme on vous l'a indiqué, comme on vous l'a montré. Donc, je rappelle qu'on vous fera des tutos pour que ça soit un peu plus facilité durant l'avenir. Et donc, on l'a abordé également tout à l'heure. Donc, on va vous laisser un temps de 2 mois à peu près, donc jusqu'au 3 février 2023 d'ailleurs. Il y a eu une petite erreur, c'est 2023 à 17 h pour pouvoir noter vos remarques. Ce que vous avez vu tout à l'heure, donc vous le verrez dans le détail pour ce qui vous concerne, dans vos communes. À aujourd'hui, on a fait l'extraction d'une carte qui montre que toutes ces communes, sur toutes ces communes, un point de recharge a été imaginé nécessaire. Donc ça veut dire que si vous voyez votre commune d'une couleur un peu plus orangée, à aujourd'hui, nous n'avons pas le transfert de votre compétence sur IRVE. Donc, ce qui a comme incidence que lorsqu'on va présenter ce plan, ce schéma à Monsieur le Préfet, il faudra qu'on indique une différence entre les communes ayant transféré et les communes n'ayant pas transféré. Donc, parce que les communes n'ayant pas transféré, on ne pourra pas réaliser la pose des bornes puisqu'on n'aura pas le transfert de votre compétence. On aura identifié la nécessité d'en avoir une, mais on ne pourra pas la poser. Donc, c'est important. On reviendra vers vous plus personnellement. À l'état actuel des informations et du schéma, ça représente quand même 108 communes qui sont coloriées sur la carte. Oui, juste pour compléter un petit peu les propos de Philippe, pour ces communes-là, le schéma ne s'impose pas et comme ils gardent la compétence d'infrastructure, ils doivent faire leur propre schéma pour aller un peu plus loin. Ils peuvent poser la borne, hein, ils n'ont pas besoin de transférer la compétence pour poser la borne, mais ils doivent rédiger leur propre schéma. Alors, la concertation est plus simple, ils sont entre eux, c'est plus simple. Hein. Mais voilà, donc, puisque ce schéma intègre tout le monde au niveau du Calvados, je pense que c'est mieux que ces communes adhèrent au schéma global pour pouvoir en bénéficier. On va terminer par les perspectives. Donc, le point rouge, c'est là où nous sommes, le 6 décembre 2022. Donc, le temps d'échange qui vous a été annoncé, 2 mois, décembre-janvier, qui vous permettra éventuellement de modifier si vous le souhaitez, de revenir vers nous, de rediscuter. Le 3 février, donc c'est la fin réelle de la concertation. Et à partir de ce moment-là, on sera dans une phase de rédaction. Rédaction faite par Artelia et nous-mêmes,
pour envisager donc, une présentation du schéma une nouvelle fois à l'ensemble des participants, des parties prenantes. Donc, ça veut dire une nouvelle réunion en perspective pour nous. Et une fois que ça aura été présenté, le schéma finalisé, on le fera valider par le conseil syndical du SDAC Énergie, qui permettra à ce stade de transmettre à monsieur le préfet pour une validation étatique, on va dire, par la préfecture. Le préfet aura 2 mois pour se prononcer, ce qui nous amène donc en juin 2023 pour un schéma directeur opérationnel. Le comité le 29 mars. Donc, comme on a déjà abordé ce point-là, ça sera très rapide, mais donc en fait, en 2023, comme je vous l'ai dit et comme on vous l'a rappelé, le coût d'investissement et de fonctionnement est pris à 100% par le SDAC Énergie pour 1 million d'euros d'investissement, ce qui représente à peu près 174 points de charge, tels qu'on a pu vous les décrire tout à l'heure. On est en cours de réflexion pour le financement des années suivantes. Donc là, actuellement, des études sont menées auprès de cabinets juridiques et également économiques. C'est une étude économico-juridique. Et comme le disait également Bruno, donc il faut voir comment s'intercalera le positionnement des acteurs privés, puisqu'ils auront la possibilité d'intervenir sur les territoires par divers moyens. On rentre maintenant dans un temps d'échange. Alors, je sais qu'on a déjà pas mal échangé, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.